Chaque jour, l'être humain dépend de la biodiversité pour rester en vie et en bonne santé. En commençant par l'eau que nous buvons, en passant par des aliments que nous consommons et jusqu'aux moyens de transport que nous utilisons, nos impacts sont interconnectés. Comment préserver notre santé en respectant notre écosystème? Comment notre planète impacte-t-elle sur notre santé globale? Bienvenue dans Questions de santé. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous proposer un nouveau épisode de Questions de santé dans le cadre du 35e anniversaire du département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Sans plus tarder, je vous présente tout de suite donc nos deux invités. Tout d'abord, la docteure Claudel Pétrin-Desrosiers. Bonjour Claudel. Bonjour. Claudel, vous êtes diplômée de la faculté de médecine depuis 2018 et résidente de dernière année en médecine familiale. Vous êtes également co-instigatrice de l'initiative La planète s'invite en santé. Vous travaillez depuis plusieurs années à une grande connaissance des impacts sur les changements climatiques sur la santé humaine. Vous avez notamment participé avec succès aux négociations de l'accord de Paris sur le climat afin d'y défendre la santé et également œuvrer en santé environnementale avec la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine, l'Organisation mondiale de la santé et la direction de santé publique de la BJEMS et du NUNAVIC. Très régulièrement, vous êtes sollicité dans les médias pour intervenir sur les grands enjeux reliés au changement climatique pour une santé globale et la survie de notre planète. Enfin, vous êtes président de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et tout récemment collaboratrice régulière à Le Fil, présentée sur les ondes de Novo Info. Docteur Pétrin-Desrosiers, pourriez-vous nous énumérer les impacts majeurs des changements climatiques sur la santé et leurs causes, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Les changements climatiques, en fait, c'est une question de santé super intéressante qui vient interpeller plusieurs pans de la discipline. Déjà en 2009, une grande étude internationale qui avait été publiée dans le magazine de Lancet, qui est un magazine de bien renommé à l'échelle internationale, avait conclu que les changements climatiques étaient la plus grande menace à la santé du 21e siècle et menaçait en fait de tous les progrès en santé qui avaient été faits dans les 50 dernières années. Quelques années plus tard, en 2015, la même équipe a récidivé avec une autre grande étude, mais cette fois-ci, on conclut que bien que les changements climatiques constituaient la plus grande menace à la santé du siècle, ils constituaient aussi la plus grande opportunité qu'on avait d'améliorer la santé de tous à l'échelle internationale. Il y a plusieurs études qui ont suivi, qui ont essayé de démontrer plus précisément ça représente quoi les changements climatiques sur la santé, mais globalement, on peut les voir comme des amplificateurs de risques. Ça vient jouer sur plusieurs systèmes de notre corps, ça vient jouer sur plusieurs facteurs et déterminants sociaux, environnementaux de la santé. D'abord, à peu près, on estime que l'environnement est responsable d'un fardeau de décès d'à peu près 1 décès sur 4 à l'échelle internationale, ce qui est non négligeable. Et quand on regarde plus spécifiquement les changements climatiques, on peut penser à différents impacts sur la santé. Un qui nous vient souvent en tête, c'est les vagues de chaleur l'été. On le sait qu'il va en avoir plus souvent, plus fréquemment, qui vont durer plus longtemps. On en a vu une à Montréal à l'été 2018, mais des vagues de chaleur comme ça, on va en avoir de plus en plus avec le réchauffement climatique global. Les changements climatiques, c'est aussi des événements météorologiques extrêmes comme les ouragans, les inondations, les feux de forêt, qui à leur tour engendrent plusieurs problèmes de santé. Par exemple, les feux de forêt en tant que tels libèrent une quantité de polluants dans l'atmosphère qui peut rendre la respiration très difficile. Puis il y a des études qui démontrent très bien que les feux de forêt sont accompagnés d'une augmentation des visites à l'urgence, d'une augmentation du besoin de médicaments, surtout des pompes. C'est quand on est asthmatique puis on respire un air qui est de piètre qualité, souvent ça peut empirer nos symptômes et notre inconfort. Les changements climatiques, c'est aussi une modification des allergies. On va en avoir plus souvent, plus tôt, plus fortes. C'est des nouvelles maladies infectieuses. Au Québec, on peut penser à la maladie de Lyme, qui est une tique qui vit dans nos forêts, mais vu qu'il y a un réchauffement global, la tique, elle a un territoire de plus en plus grand dans lequel elle peut vivre, ce qui veut dire que d'ici quelques années, on pourrait avoir la maladie de Lyme au Saguenay, alors qu'on n'en a pas présentement.
Les changements climatiques, c'est aussi l'insécurité alimentaire. On se rend compte que ça vient de plus en plus jouer sur notre capacité à cultiver et donc une diminution de la qualité agriculture. Là, donc, c'est plus difficile à cultiver et à nourrir adéquatement toute la population. Puis c'est aussi un fardeau important sur la santé mentale. On parle de plus en plus d'éco-anxiété, mais on sait que certains événements météorologiques extrêmes sont liés à des risques augmentés de dépression ou d'anxiété par la suite. C'est un bref portrait. Il y a plusieurs autres impacts. On sait que la santé est déterminée par une multitude de trucs, notre niveau de revenu, notre niveau d'éducation, notre sexe, qu'on mange, beaucoup plus que le système de soins en tant que tel. Mais on sait que les changements climatiques sont en train de devenir des facteurs de risque pour chacun de ces déterminants-là qui sont la base de notre santé. Merci beaucoup pour cette belle introduction, Dr. Pétrin Desrosiers. À vos côtés, nous recevons aussi aujourd'hui le Dr. Notebaert. Donc, vous êtes diplômé des facultés de musique en 1980, mais avant tout de médecine depuis 1987. Vous avez aussi fait une formation en environnement à l'Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande. Vous enseignez au département de médecine familiale et de médecine d'urgence et vous êtes professeur agrégé de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, mais aussi un clinicien-chercheur à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Outre vos activités médicales, vous êtes très impliqué depuis plus de 30 ans en environnement, notamment comme vice-président de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et président du groupe Santé durable des médecins francophones du Canada. Vous êtes activement impliqué dans de nombreux dossiers environnementaux au Québec, comme les changements climatiques et émissions de gaz à effet de serre, les problèmes de santé associés à divers projets industriels ou encore la promotion des transports collectifs et actifs et la promotion nécessaire au virage vert urgent dans nos hôpitaux. Dr. Notebaert, à la suite de ce que Dr. Pétrin Desrosiers vient de nous expliquer, qu'est-ce que nous devrions faire concrètement dans notre vie de tous les jours pour protéger notre planète et son écosystème? Grosse question. D'abord, merci Claudel pour l'introduction. C'était très complet. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire qui sont à la portée de tout individu, des choses qu'on peut faire au niveau personnel, mais qu'on peut faire aussi au niveau professionnel comme médecin. Dans les choses qu'on peut faire au niveau personnel, on ne sait pas à quel point, je parlais essentiellement du transport, des questions d'alimentation et des questions de consommation et de décroissance, je dirais. Le transport, l'auto-solo, en fait, c'est un déterminant majeur de la mauvaise santé des gens dans les villes. 60% de la pollution dans nos villes vient de l'auto. Les gens qui sont en auto ont plus de problèmes d'obésité, d'hypertension, de maladies cardiaques, de diabète. Et à l'inverse, on voit que les gens qui font du transport actif, que ce soit, en fait, c'est autant piéton, vélo que transport en commun. Transport en commun, c'est une forme de transport actif puisque les gens en transport en commun ont 25% à peu près moins d'obésité que les gens qui sont en automobile. Ils marchent leurs 1000 pas par jour facilement. Donc, on se rend compte que ces gens-là ont un état de santé qui est nettement meilleur. Et d'ailleurs, il y a eu des grandes études qui ont été faites dans plusieurs régions du monde, entre autres Chicago, San Francisco, Londres et aux Pays-Bas, qui ont montré que si on effectue un virage modal important vers le transport actif, on diminuait la mortalité, la morbidité de façon massive dans ces villes-là. Ceci couplé évidemment à une utilisation plus importante dans les transports en commun de véhicules électriques, etc. Donc, tout ça pour dire que limiter la présence de l'auto-solo dans les villes, c'est un facteur majeur d'amélioration de la santé. Donc, aller vers l'activité physique, il y a des avantages majeurs. Pour ce qui est de l'alimentation, il y a des choses qu'on peut faire. C'est certainement aller de plus en plus vers une alimentation basée sur les plantes. Et ça, c'est des choses pas faciles à faire. Évidemment, idéalement, on pourrait être végétarien et avoir certainement nos sources de protéines de façon adéquate, mais c'est pas donné à tout le monde d'être végétarien du jour au lendemain. Donc, aller de plus en plus quand même vers une alimentation basée sur les plantes, c'est quelque chose qu'on peut faire et ça va avoir un impact majeur sur notre santé, mais aussi sur l'environnement. On sait à quel point on est en train
à quel point la viande et l'utilisation de poissons, on l'a vu récemment avec un documentaire important qui est sorti, à quel point on est en train de dépléter les ressources de la planète. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire et globalement, c'est quelque chose qui n'est pas très populaire encore, mais je pense qu'il faut penser aller vers se poser des questions sur notre surconsommation. On est en train de vider carrément la planète de ses... je pense qu'on consomme 4 planètes par année à peu près. On surconsomme les ressources de la planète. Il faut aller vers un mode de consommation plus sobre, aller carrément vers ce qu'on appelle la décroissance. Notre mode de vie est insoutenable et la planète ne pourra pas nous soutenir. Donc, c'est des choses qu'on peut faire tous et toutes en réfléchissant à nos modes d'action. Ça, c'est au niveau personnel. Au niveau professionnel, on pourra en parler tantôt. Je pense qu'on peut faire énormément de choses pour diminuer l'impact environnemental de notre système de santé. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà, mais on pourra en faire beaucoup plus. C'est les axes principaux, je dirais, sur lesquels on peut certainement travailler. Merci beaucoup. Mais si on rebondit un peu justement sur, parce que vous avez parlé de l'activité physique, mais si je rebondis un peu sur l'aspect alimentaire, donc vous disiez qu'il fallait qu'on revoie un petit peu nos façons de faire, donc au niveau de ce que nous mangeons, que ce soit les poissons ou les viandes. C'est sûr que maintenant, on assiste à des nouveaux courants alimentaires qui viennent de survenir, où on voit justement une émergence au niveau de la consommation des végétaux ou même des fois des insectes. Est-ce que justement, ces nouveaux courants alimentaires-là ont un impact sur justement la diversité de notre planète ou sur l'écosystème en général? Claudel, est-ce que tu peux répondre? Oui, en fait, je prendrais la question un peu plus globalement. On a parlé d'un petit peu de l'impact de l'alimentation, mais il faut bien considérer que en ce moment, à peu près 70% des terres sont utilisées pour des activités humaines, dont une grande portion pour l'agriculture. Et ce qui est le plus nocif actuellement dans l'agriculture, ce qui pollue le plus, c'est beaucoup les terres d'élevage qui sont utilisées pour certains animaux, notamment le bœuf, en particulier le bœuf, qui est très nocif pour l'environnement. Donc, on perd un petit peu l'accès aux terres au profit d'un animal qui produit énormément de pollution, puis une surconsommation de viande rouge comme ça est aussi liée à plusieurs problèmes de santé, dont certains cancers. On estime qu'une tonne de 1 kg de bœuf représente à peu près 32 kg de CO2. C'est l'aliment qui produit le plus de pollution. Puis en plus, les élevages industriels comme ça polluent notamment beaucoup de méthane et d'oxyde d'azote qui sont des polluants beaucoup plus nocifs que le gaz carbonique, par exemple, en potentiel de réchauffement climatique. On sait que le méthane représente à peu près 80 fois le potentiel du CO2 sur plusieurs années. Là. Donc, ça fait partie des considérations qu'on doit avoir quand on regarde ce qui est dans notre assiette. Ce qui est intéressant, c'est que il y a deux groupes de chercheurs. Je vais prendre le nouveau guide alimentaire canadien, mais il y a aussi un groupe de recherche international qui s'appelle EAT, comme manger, mais E-A-T, qui est un groupe de recherche indépendant. Et ils ont regardé, ça serait quoi la diète idéal pour qu'on puisse nourrir tout le monde sur la planète, parce qu'on sait que la population augmente. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de malnutrition. On a de la misère à nourrir adéquatement tout le monde, mais en même temps, on gaspille énormément de nourriture. On estime qu'à peu près 1/3 de la nourriture qu'on produit est gaspillée. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux processus-là, menés simultanément, mais en parallèle, ont conclu à quelque chose d'assez similaire. Il faudrait que 50% de l'assiette soit composée surtout de fruits et légumes, de noix, et que le 50% autre soit composé sans nier complètement la viande, mais beaucoup plus d'aliments basés sur les végétaux, d'une alimentation basée sur les végétaux, qui parle de lentilles, haricots, etc., sans nécessairement complètement enlever la viande, mais faisant un choix conscient de ce qu'on consomme et favoriser les protéines animales qui, si ont un plus faible impact environnemental, comme le porc qui est 10 fois moins polluant que le bœuf, le poulet, les œufs et même le poisson. On sait qu'il y a des questions alimentaires qui sont très culturelles, donc je pense qu'il faut être sensible quand on aborde ces questions-là aussi, mais il y a clairement quelque chose qu'on peut faire dans notre assiette. Puis de façon générale, les grandes questions alimentaires sont liées beaucoup à, oui, l'utilisation des terres, mais l'utilisation des pesticides pour qu'on rende nos terres plus productives d'une certaine façon. Mais on se rend compte que finalement, on est en train d'appauvrir le sol, puis qu'il y a même des conséquences sur la santé de l'utilisation intensive de certains pesticides. Et je pense qu'il y a vraiment une nécessité de un peu revoir, de faire un choix plus conscient de ce qui se retrouve dans notre assiette, de favoriser l'alimentation qui est plus locale, biologique, mais gardant en tête que cette transition-là peut se faire graduellement pour le bien de la planète. Là.
J'ajouterais peut-être un côté très, très local. Il y a de plus en plus de projets d'agriculture urbaine qui se font, qui sont fort intéressants parce que ça contribue d'une part à déminéraliser les sols. Donc, c'est très important pour diminuer la présence des îlots de chaleur. Donc, ça permet aux gens, et particulièrement les zones les plus défavorisées des villes, sont souvent des déserts alimentaires. Et il y a énormément de projets qui se font dans le monde en ce moment où on développe l'agriculture urbaine. Ça permet aux gens, d'avoir une meilleure alimentation, aucun impact au niveau des transports. Ça me fait à chaque fois dresser les cheveux de voir les gousses d'ail qui viennent de Chine, là. Mais donc, ça permet d'avoir une meilleure alimentation, ça permet de bouger, ça permet une certaine inclusion sociale, souvent de gens dans des milieux défavorisés. Et on a vu des reportages faits, par exemple, sur Détroit qui est évidemment la grande ville de l'auto, qui est un désert minéral où maintenant il y a des grands projets d'agriculture urbaine qui contribuent vraiment à rafraîchir la ville. Et en parlant de ça, d'ailleurs, il y a une tendance importante en Europe qui s'appelle le care farming. C'est des projets d'agriculture urbaine, mais en périphérie des centres de santé, et on y fait travailler des gens qui ont des problèmes physiques ou psychiatriques, ou donc des problèmes de santé. Et on a démontré que les gens qui travaillent dans ces petites terres-là, souvent prenaient moins de médicaments, étaient moins hospitalisés, et je parle en particulier de la population psychiatrique, avaient un meilleur sentiment d'appartenance à la communauté. Il y a des centres aussi de désintoxication où le care farming est très, très utilisé en Europe du Nord en particulier. Donc, et c'est quelque chose qui existe à peu près pas en Amérique et que nous, on aimerait mettre sur pied là, de plus en plus. Il y a un projet, en fait, en ce moment avec l'INSPQ, Nature Québec, le projet qui s'appelle Milieu de vie en santé, mais ça, c'est vraiment une avenue très intéressante et très, très locale qui permettrait d'améliorer beaucoup de choses en même temps. En fait. Tout à fait, une belle approche en santé mentale dont on a tellement besoin en ce moment avec notre confinement et notre distanciation qui nous habite depuis les derniers mois. Si on revient vraiment sur un sujet un peu plus général, donc on parlait tantôt dans les descriptions de vos carrières respectives, de santé globale, mais plus particulièrement de santé planétaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus ce concept, s'il vous plaît? C'est un concept qui est, pour l'instant, je dirais, un peu académique, mais qui gagne en importance, puis je pense qu'il mériterait d'être plus connu. D'abord, je fais une brève petite historique, je pense qu'il va nous permettre de comprendre ça vient d'où l'idée de la santé planétaire. La santé était quand même, la définition qu'on utilise le plus couramment vient de l'Organisation mondiale de la santé dans les années 1948, qui concluait que la santé n'était pas seulement l'absence de maladie, mais un état de bien-être physique, mental et complet. Et tranquillement, au fil des années, on a défini de plus en plus de concepts qui nous étaient importants, dont celui de la santé publique qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci, mais qui vise surtout à la prévention de problèmes de santé dans un territoire donné, souvent à une échelle régionale. Et au fil dans les, je dirais, 60 dernières années, dans le courant de santé, on a parlé un peu plus de santé internationale, qui est souvent un concept où on a un pays qui veut en aider un autre. Donc, c'est souvent des relations bilatérales. Par exemple, le Canada va décider d'envoyer provision de santé, médicaments dans un pays qui en manquerait. Et là, dans les années 90, on s'est dit, mais c'est plus que ça, la santé, il manque une notion d'équité, d'accès juste dans tout ça, et le concept de santé mondiale, santé globale en anglais, a un petit peu émergé. Et là, on est beaucoup plus dans une attitude de coopération, collaboration entre les pays dans une recherche d'équité. Et depuis 10 ans, il y a plusieurs chercheurs qui se sont dit, mais c'est insuffisant, ça représente pas assez le contexte actuel dans lequel on est, et on devrait de plus en plus prendre en considération l'état des écosystèmes desquels notre santé dépend. Et c'est là qu'a un peu émergé le concept de santé planétaire qui, résumé brièvement, qui a été défini il y a à peine 2-3 ans, qui définit la santé comme la santé de la civilisation humaine et l'état des écosystèmes desquels elle dépend. Et donc, on vient rentrer dans la santé planétaire plusieurs concepts qui étaient ignorés ou non abordés par la santé. Et là, on parle de changement climatique, d'acidification des océans, des limites naturelles de la Terre, de la croissance infinie qui est une fausse idée. Et on vient de jouer avec plein de paradigmes qui finalement ont une influence assez directe sur notre santé. Et je pense qu'on peut un peu voir, oui, la santé planétaire d'un côté très
théorique, académique, comment qu'on la définit, comment qu'on l'utilise. Mais très concrètement, moi, je le vois un peu comme une paire de lunettes que je mets quand je regarde un problème. Puis je dis, pour que quelqu'un, une population soit en santé, qu'est-ce que je dois considérer à l'extérieur de lui-même ou de sa communauté qui vient l'influencer? Et c'est là qu'on se rend compte que l'action climatique, ben, ça fait partie de l'action en santé planétaire, que protéger nos ressources naturelles, ça fait partie de l'action de santé planétaire. Puis c'est essentiel si on veut continuer à vivre en bonne santé le plus longtemps possible pour tout le monde, finalement. J'ai rien à ajouter. C'est excellent. Merci. On se souvient tous de la guerre qui a été lancée il y a quelques années contre les bouteilles et les sacs en plastique qui polluaient nos océans. Aujourd'hui, il semblerait qu'ils aient été remplacés par des masques de protection contre la COVID-19. Et depuis le début de la pandémie, on parle de plus en plus de la très grande quantité de déchets produits par les hôpitaux. Est-ce que les hôpitaux devraient réduire leur empreinte écologique? Là, je vais sauter là-dedans, Claudel, si tu veux, parce que… Vas-y, profite-en. Oui, le problème des bouteilles de plastique, des sacs de plastique est certainement pas réglé. On le sait, il y a une espèce de gigantesque île qui flotte dans le Pacifique. C'est pas réglé. C'est clair qu'il va falloir contrôler ces choses-là. Mais pour revenir aux hôpitaux, en fait, effectivement, les hôpitaux sont parmi les institutions qui ont la pire empreinte environnementale. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Et depuis plusieurs dizaines d'années, il y a des choses vraiment intéressantes qui se font. Si on vient juste avant d'aborder ça à la COVID, il y a en ce moment, entre autres, un projet de recherche dans un CH au Québec où il compare un peu l'utilisation du jetable, des blouses jetables, avec les blouses lavables, stérilisables et lavables. Et c'est pas pour rien, c'est parce que les gens se rendent compte qu'on consomme une quantité de masques et de gants qu'on jette complètement ahurissante. Puis là, je fais pas le procès on est tous pris dans la COVID en ce moment, mais au moins la question des jaquettes lavables, c'est quelque chose qui est très simple. Puis encore là, il y a des milieux qui utilisent des jaquettes jetables. C'est une consommation à outrance de produits, puis on peut faire les choses différemment. Mais pour revenir à ce qui se passe dans les milieux hospitaliers, il y a plusieurs axes où on peut travailler en ce moment et il y a des beaux projets qui se font. Je vais vous mentionner quelques éléments. Par exemple, au niveau de la construction, de la reconstruction de certains hôpitaux, il y a beaucoup d'endroits maintenant où les gens se sont mis à la géothermie. Donc, pour ne pas utiliser évidemment soit de mazout ou autre, la géothermie au niveau des institutions, c'est une avenue intéressante. La gestion des matières résiduelles est extrêmement problématique dans un hôpital et le recyclage commence à se faire de plus en plus. Un exemple, l'hôpital de Saint-Jérôme a un appareil qui s'appelle EcoStérile. On est les premiers en Amérique du Nord à avoir cet appareil-là qui recycle tous les déchets de salle d'opération. Il faut le faire parce que c'est à peu près les déchets les plus difficiles à traiter. Donc, par un procédé qui ne pollue pas, ils en font une fine poudre qui va servir après pour faire des meubles de jardin ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment novateur. Il y a des hôpitaux qui ont des biodigesteurs, donc pour tous les déchets de cafétéria. Donc, au lieu de jeter, d'enfouir ces choses-là, ben ils en font du compost pour les fermes autour. Donc, il y a vraiment, vraiment des projets comme ça intéressants qui se font. L'utilisation de la biomasse ligneuse dans les hôpitaux qui sont dans des coins où il y a de la coupe de bois, beaucoup. Donc, vraiment, il y a beaucoup à faire et il y a certains hôpitaux au Canada qui sont des modèles là-dedans. Pas encore au Québec, mais il y en a au Canada. Donc, il faut travailler fort. Le problème qu'on a, c'est que les comités de développement durable, c'est une loi. Maintenant, depuis 2018, toutes les institutions gouvernementales doivent avoir un comité de développement durable. Mais depuis un an, depuis le début de la pandémie, tout a été arrêté. Donc, ces comités-là sont en dormance. Et c'est dommage parce qu'il va falloir les réactiver parce que la COVID, elle va passer. Il y aura peut-être d'autres épidémies, mais en tout cas, celle-là va passer. Mais les changements climatiques et la gestion des déchets et ces choses-là, c'est un problème qui est là pour rester. Là. Il faut s'y attaquer. C'est pas parce que la COVID est là qu'il faut oublier ces projets-là qui sont importants. Il y a moyen de continuer à faire ces choses-là. Malheureusement, en ce moment, pour les raisons qu'on connaît, ça a été un peu mis sur pause. Est-ce que vous voulez compléter, Claudel, peut-être? Oui, je rajouterais quelques mots parce qu'Éric a dressé un très bon portrait. Globalement, je ramène un petit peu plus à une échelle macro, là.
Mais quand on parle qu'il y a de la pollution par les hôpitaux, on estime que le système de santé représente à peu près 4,5 à 5 de nos émissions de gaz à effet de serre au Canada. Il y a des pays qui ont leur système de santé pollue davantage, là, comme les États-Unis, le Brésil, pour différentes raisons. Mais ça reste que si le système de santé à l'échelle internationale était un pays, ce serait le 5e plus grand pollueur. Et donc, il y a toute la question de, tu sais, on est formé pour soigner des gens, pour protéger la santé, mais on se rend compte qu'on travaille dans un environnement, dans un hôpital ou dans une clinique qui finalement, par sa contribution à la pollution, au gaz à effet de serre, finit par nuire à la santé des gens en contribuant au changement climatique. Le directeur général de l'OMS, en Denis, le très bien dit, il dit les places de soins ne devraient pas contribuer au fardeau de maladie, au contraire, devraient être réellement contribuer à soigner, à guérir les gens. Et ce qui est intéressant, en fait, ce qui est très dommage, c'est qu'en ce moment, il y a quand même une opportunité de regarder l'empreinte environnementale des hôpitaux, mais on semble peu le faire au niveau politique. C'est pas un sujet qui a la cote. On parle souvent d'accès, de services d'urgence qui sont trop pleins, de problèmes divers. Fait qu'on n'a jamais la fenêtre d'opportunité pour vraiment aborder la question de plein de fouet. Et pourtant, il y a un pays qui l'a fait. Le Royaume-Uni est un chef de file dans cet exemple-là. Ils ont une stratégie pour réduire à 0 l'empreinte carbone de leur système de santé, qui est un système de santé public qui partage plusieurs facteurs de similitude avec le système québécois-canadien là, qui est public et avec une main-d'œuvre qui représente approximativement la même main-d'œuvre qu'au Québec là, en proportion de la population active qui travaille. Et ils ont une stratégie assez innovatrice. C'est le premier pays à travers le monde qui le fait, mais d'atteindre 0 émission nette de leur système de santé d'ici 2040, dans 19 ans. C'est rapide, mais ils ont détaillé comment ils font la démarche publique pour que d'autres systèmes de santé s'en inspirent, mais il n'y a aucune raison qui justifie qu'on le fait pas de façon plus directe au Québec. Et ça passe par la gestion, Éric les a mentionné, les différentes sphères, mais la gestion d'énergie dans les bâtiments, comment qu'on chauffe nos hôpitaux, les apports alimentaires, comment qu'on nourrit les employés et les patients, comment qu'on s'assure que les hôpitaux ne viennent pas des îlots de chaleur, le transport des employés. Il y a des initiatives, par exemple, pour rendre les ambulances complètement électriques sans nuire à leur efficacité ou leur autonomie. Ça doit faire partie des réflexions qu'on a. Et toute la question du matériel aussi, des chaînes d'approvisionnement, mais on devrait beaucoup plus avoir une stratégie intégrée avec une directive claire pour que ce virage-là soit pris, pas de façon... parce qu'en ce moment, c'est un peu à l'initiative individuelle de certaines personnes dans certains établissements, mais il faut que ça soit quelque chose qui est fait à plus grande échelle, qui est vraiment intégré pour qu'on apprenne de nos meilleures pratiques. Si je peux me permettre, je rajouterais peut-être un petit élément rapidement. Il y a un terme qu'on utilise de plus en plus qui s'appelle l'architecture biophilique. Et en fait, c'est le concept de construire une bâtisse, un hôpital avec le moins d'empreinte environnementale possible. Et la littérature a montré que les patientes qui sont dans ces hôpitaux-là, qui sont soit en post-opératoire, qui ont des problèmes médicaux, guérissent plus rapidement, récupèrent plus rapidement dans des milieux comme ça. Et c'est intéressant. Et puis, je pense en fait, ils ont même une rétention de personnel qui est nettement meilleure. Puis le meilleur exemple, c'est un exemple mondial. C'est un hôpital en Ontario, le London Health Science Center. Ils ont repensé tous les hôpitaux de la région en une grosse bâtisse et ils ont regardé tous les postes, absolument tous, les matières premières, les transports, l'alimentation, la salle d'opération. Ils ont regardé tout ce qu'ils pouvaient faire pour diminuer l'empreinte environnementale. Et le personnel a été mis en contribution. Donc, le personnel est très heureux de ça. Les gens de la communauté sont fiers de leur hôpital. Et ça fait une ambiance de travail où les gens se disent, non seulement c'est un milieu où on traite les gens, mais c'est un milieu qui contribue à une meilleure santé globale de la population. Fait que c'est vers ça qu'il faut aller. Et en fait, les nouveaux hôpitaux qui se construisent au Québec ont de plus en plus cette philosophie-là. On vous invite à notre colloque au mois de mai pour je un peu pour en parler. Mais il y a de plus en plus de choses qui se font dans ce sens-là. Mais il faut vraiment, on a un rôle comme médecin de pousser dans cette direction-là parce que souvent les administrateurs, les administratrices, ça va pas assez vite. Il y a vraiment une urgence d'agir et de transformer les façons de faire qui est importante. Puis je pense qu'on a un rôle comme professionnel de la santé là-dedans en mettant un peu d'accélération, disons.
Merci beaucoup. Donc, peut-être une dernière question avant de passer donc aux questions donc du public. Donc, je rappelle à nos participants de ne pas hésiter à nous transmettre leurs questions via le module Q&R, donc en bas de votre écran. Maintenant, une question qui s'adresserait plus à nos médecins et professionnels de la santé qui nous suivent aujourd'hui. Quelle place devraient prendre les médecins dans la lutte au changement climatique et est-ce qu'il est pertinent de lier changement climatique et santé? À qui l'honneur? À toi. Pour moi, la question est absolument claire et la réponse est intuitive, c'est absolument oui. Les médecins ont une responsabilité, en fait, face à ces pressions environnementales-là, au même titre qu'on l'a vu il y a plusieurs années que les médecins ont pris parole pour lutter contre le tabac, qui était un facteur de risque super important pour le cancer. On a vu des médecins lutter contre l'industrie du nucléaire dans les années 80. Ils ont même gagné un prix Nobel pour ça. On sait que les médecins ont un capital social excessivement élevé, les autres professionnels de la santé aussi. Quand on regarde, en fait, sur les listes des professions auxquelles la population fait le plus confiance, en haut de la liste, il y a les infirmières, les médecins, et dans le bas de la liste, il y a les politiciens qui sont pourtant responsables de l'administration des politiques. On a naturellement, par la profession, par le rôle social qu'on occupe, qu'on doit reconnaître, là, qui est un certain privilège lié à ça, mais on a une position où on peut avoir un impact, on peut porter la voix de plusieurs autres qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont pas ce privilège-là. Et donc, il y a une responsabilité qui vient avec ça. On enseigne de plus en plus dans les facultés de médecine la responsabilité sociale et donc de s'assurer qu'on réponde aux besoins de la communauté. Mais pour moi, la lutte au changement climatique, c'est l'enjeu du siècle qui est un facteur direct pour la santé des gens. Après, ce qui est de plus en plus intéressant, c'est tout le volet communication climatique. Et là, je sors un petit peu, mais on regarde de plus en plus comment qu'on doit communiquer les changements climatiques pour augmenter l'adhésion aux politiques climatiques adéquates. Et ce qu'on se rend de plus en plus compte, ça, c'est des recherches qui émergent là, depuis 2-3 ans, c'est un domaine assez nouveau, mais qu'il y aurait un potentiel qui est non exploité à parler de santé quand on parle de climat. Et ce qu'on se rend compte, c'est quand on parle d'action climatique en parlant des bénéfices possibles pour la santé, on se rend compte qu'on augmente l'adhésion aux politiques climatiques, incluant chez les gens qui se sentent pas concernés par l'action climatique. Donc, les personnes un peu plus de centre conservateur, centre droit, on se rend compte que lorsqu'on intègre la santé au discours climatique, on augmente l'adhésion de tout le monde. Et ça, c'est au-delà des discours qui porteraient, par exemple, plus sur l'économie, la sécurité nationale, les migrations ou même l'environnement. Et donc, qui sont les meilleurs messagers pour parler de santé? J'aurais tendance à dire que c'est les professionnels de la santé, beaucoup plus que les économistes ou les politiciens qui n'ont pas cette compréhension fine-là de c'est quoi l'état de santé de quelqu'un, comment qu'on le définit, comment qu'on le protège, comment qu'on la promouvoit, cette santé-là. Et définitivement, il y a de la place pour une plus grande participation des professionnels de la santé dans la question climatique. C'est encore... Eric est dans le domaine depuis une trentaine d'années. Moi, ça fait presque 10 ans. On est encore des fois vu comme pourquoi les médecins s'intéressent à l'action climatique. La question devrait être pourquoi il n'y en a pas plus. Merci, Claudel. J'aime ça te laisser parler avant, parce que je saupoudre de quelques idées de plus. Là, c'est toujours très complet. Mais je dirais que c'est pas donné à tous les médecins de faire de l'action, mettons, publique ou voire politique. Puis là, beaucoup de médecins sont pas à l'aise là-dedans, puis c'est correct, c'est pas nécessaire vraiment pour tout le monde, mais il y a des choses que tout médecin peut faire dans son rendez-vous avec ses patients, ses patientes dans son cabinet, c'est parler, par exemple, de saines habitudes de vie, parler de transport actif, parler d'alimentation, parler de choses comme ça, de leur impact environnemental, puis ça, évidemment, on peut voir tout de suite que les gens qui sont en pneumo ou en cardio, ça tombe sous le sens, mais dans tous les systèmes, là, en psychiatrie, dans tous les systèmes, les gens peuvent aborder ça. Puis, les médecins sont, oui, surchargés de travail, mais c'est pas quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Puis, c'est quelque chose que tous les médecins peuvent faire à une échelle un peu plus globale. Bien, évidemment, il y a les médecins en santé publique qui, eux, ont un rôle important de planification, de prévention, etc. Puis pour ce qui est de l'action politique, parce qu'effectivement, j'ai été impliqué beaucoup depuis une trentaine d'années là-dedans, il y a des grands projets où le fait qu'un médecin se joigne à un projet, je pense que ça a changé la donne. Quelques exemples. Quand on a commencé à s'intéresser au transport actif, on a fait des études de traumatisés dans différentes villes, Montréal, Québec ou Vancouver en ce moment, et
on lie ensemble l'utilisation des réseaux cyclables et l'accidentologie, les endroits où il y a des accidents. Et nous, on disait, ben voilà, on va faire des recommandations auprès des villes pour leur dire augmenter la capacité du transport actif, mais sécuritaire. Il faut que ce soit sécuritaire pour qu'il y ait moins de blessés, mais aussi qu'il y ait une meilleure qualité de l'air, parce que les gens, ils meurent de pollution aussi. Là, ils meurent beaucoup moins d'accidents, beaucoup plus de pollution. Et là, le fait qu'un groupe de médecins, c'était notre association, l'Association des médecins pour l'environnement, s'implique là-dedans, ça a eu un impact majeur pan-canadien. D'autres dossiers, par exemple, les dossiers de la fracturation hydraulique, on s'est impliqué beaucoup là-dedans parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des impacts délétères importants dans les populations qui vivaient autour des sites de fracturation hydraulique, impact physique, impact psychologique, impact psychosocial et encore là, le fait que des médecins s'intéressent à ça a eu, puis on a fait un rapport qui a été traduit dans plusieurs langues. Et il y en a plein d'autres. Les mines d'amiante, c'est un vieux dossier, ça fait 30 ans, mais on s'est impliqué là-dedans avec différentes associations. L'Association pulmonaire du Québec, les mines d'uranium. Après, vous vous rappelez peut-être des médecins de Sept-Îles qui avaient dit qu'ils démissionneraient s'il y avait une mine d'uranium. Alors, on s'est joint à eux, puis on a regardé ça, puis effectivement, il y avait des impacts en santé. Donc, quand des médecins prennent l'avantage qu'on a, comme a dit Claudel, c'est la crédibilité. Il faut faire attention, il faut bien étudier les dossiers, il faut les maîtriser très bien, mais puis pas outrepasser nos connaissances. On est des gens qui connaissent la santé, on n'est pas des ingénieurs, on n'est pas. Mais quand on parle avec le principe de précaution, avec un sens des responsabilités pour les générations futures, les gens écoutent, là. Les gens écoutent, puis on a une place à prendre dans la société là-dedans. Je pense que les grands débats de société, on doit être là, et puis toujours avec la perspective santé publique et environnement, parce que maintenant, comme Claudel le dit si bien, c'est le premier problème de santé publique de la planète, c'est le changement climatique. Fait que, il faut être central là-dedans. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions. Donc, on l'a dit au niveau donc de l'explosion justement du télétravail dans la dernière année, on a remarqué donc une diminution justement des déplacements en auto, mais on a aussi remarqué donc une augmentation du nombre donc de personnes qui travaillaient à domicile et qui sont devenues donc beaucoup plus sédentaires. Donc par rapport au vu donc de toutes les choses qui ont impacté notre environnement proche ou élargi par rapport à la COVID-19, est-ce qu'on peut faire un bilan des impacts positifs et négatifs sur notre santé personnelle, mais aussi sur celle de notre planète? Vas-y, Claudel. Il est peut-être un peu, on peut, ça fait un an à peu près, 1 an et 2 mois qu'on est en pandémie. Il y a certainement des leçons qu'on va être capable de tirer quand on va avoir un pas de recul beaucoup plus grand. Déjà dans les premiers mois de la pandémie, on a vu, ça a été démontré par plusieurs études, une diminution assez drastique de la pollution atmosphérique, là, notamment par la réduction du transport. Surtout pour aller travailler. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a déjà rattrapé les petits gains qu'on avait faits et qu'on ne s'aligne pas globalement vers une réduction de la pollution atmosphérique. Donc, il y a eu des gains temporaires, mais qui n'ont pas été soutenus dans le temps, notamment au niveau de la pollution de l'air. On en a parlé brièvement, mais la pollution de l'air, c'est un enjeu hyper important qui est lié étroitement au changement climatique. On sait que la pollution de l'air est liée surtout à la combustion des énergies fossiles, qui sont la principale cause par l'humain, là, en fait, qui sont le principal facteur qui est causal dans les changements climatiques. Mais la pollution atmosphérique en soi, c'est excessivement dommageable pour à peu près tous les organes possibles du corps. Puis on estime au Canada, c'est un rapport de Santé Canada, là, donc du gouvernement, c'est 15 300 personnes par année qui décèdent prématurément de la pollution. Et donc, on a peut-être fait des gains au début, on s'est rendu compte que concrètement, si on diminuait l'utilisation des transports, on était capable de voir rapidement des gains dans l'amélioration de la qualité de l'air. Mais la question, c'est comment qu'on les maintient, ces gains-là. Et pour l'instant, on n'a pas répondu à cette question-là. Il y a la question de la sédentarité qu'on a abordée un petit peu, qu'il faut faire très attention parce que oui, c'est intéressant de rester à la maison, mais il faut quand même bouger. Et donc, aller prendre des marches, sortir, faire du vélo, même si on travaille à la maison. On sait que c'est une partie essentielle d'être en bonne santé, c'est cette activité-là. On recommande quelques milliers de pas par jour, un certain nombre de minutes d'activité physique assez soutenue dans la semaine. Mais ça, faut essayer de le maintenir même si on est en télétravail.
il y a quand même des aspects positifs. Il y a des villes qui ont tablé là-dessus extrêmement bien. Il y a une étude qui vient de sortir d'un auteur, Krauss, et il a recensé en fait les pop-up lanes, donc les voies cyclables qui ont été mises un peu comme à Montréal très rapidement pendant le début de la pandémie pour favoriser le transport actif. Et c'est une étude de mémoire de 138 villes européennes et ces pop-up lanes-là existent depuis à peu près 1 an. Il y a certaines villes qui ont été extrêmement dynamiques. Là. De mémoire, je vois Paris-Berlin parce que c'est dans les celles en haut. Puis déjà Berlin est une ville très active et Paris est en train de changer beaucoup à ce niveau-là. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en faisant des voies cyclables temporaires, mais qu'ils ont décidé de pérenniser, le transport actif est passé de 10 à 48%, donc à presque 50% de plus dans ces villes-là. Donc, c'est déjà des villes, il y a beaucoup de transport actif. Donc, ça a été des municipalités, des villes qui ont été qui ont profité un peu de la situation de la pandémie pour se dire, on va faire des changements importants. Et dans le fond, oui, les gens sont peut-être en télétravail, mais les gens circulent beaucoup plus à bicyclette, à pied ou à bicyclette dans les villes et ça rend donc et ça règle beaucoup de problèmes en même temps. Évidemment, ils bougent plus, il y a moins de pollution, qui est le problème majeur dans les villes. Donc, je pense que cette pandémie-là peut apporter des changements des paradigmes complètement différents et peut faire réaliser aux gens que faut tabler là-dessus pour faire un monde qui est un peu plus vivable. Puis beaucoup de gens, effectivement, estiment que pourquoi on a des pandémies, pourquoi on a eu l'Ebola, pourquoi on a eu le SRAS, le MERS-CoV et le COVID, c'est probablement qu'on a outrepassé certaines frontières entre l'humain et l'animal, certaines frontières entre l'humain et la nature qu'on devrait sérieusement remettre en question nos façons de fonctionner, nos façons de transgresser des frontières comme ça. Et je suis une nature positive. J'aime penser que l'humanité va comprendre parce qu'on est à un moment charnière absolument. Fait que oui, je pense que la COVID va peut-être avoir de façon plus globale des aspects positifs là-dedans. Mais à suivre. Merci beaucoup. Nous avons une personne qui nous adresse une question que je trouve relativement intéressante, qui nous pose la question par rapport à des cas d'hypersensibilité chimique multiple. Par rapport en fait à toutes les substances qui sont développées et qui sont donc diffusées au niveau de l'environnement que ce soit pour les cultures ou pour différents traitements plus généraux. Pourtant, visiblement, cette maladie-là n'est pas reconnue comme étant une maladie au Québec. Est-ce que vous avez connaissance de ces données-là et qu'est-ce qui est peut-être mis en place par rapport à ce problème-là? Moi, d'emblée, je dois dire que c'est pas un problème. C'est certainement quelque chose qu'il faut regarder, mais c'est pas un problème que j'ai regardé, c'est pas un problème que je connais. Donc, malheureusement, je peux pas vraiment apporter de réponse. Je sais pas si Claudel, toi, Je suis un peu dans la même dans la même situation que toi. C'est pas un problème que je maîtrise, donc je me sens pas à l'aise de répondre pleinement à la question. Ce que je peux toutefois mentionner, c'est qu'au niveau canadien, il y a une loi qui régit la protection de l'environnement, qui est la loi canadienne sur la protection de l'environnement, qui existe depuis 1980, dans les années fin 80, qui a été mise à jour en 1999 et qui depuis n'a pas été touchée. Et cette loi-là est censée réglementer en fait énormément de substances potentiellement toxiques ou polluantes qu'on utilise, là, plusieurs substances, des engrais, des solvants chimiques dans les processus industriels, etc. et plusieurs polluants atmosphériques en tant que tels, dont les oxydes d'azote. Et cette loi-là n'a pas été mise à jour encore et récemment, en fait, le ministère de l'Environnement au niveau canadien a présenté une nouvelle mouture de la loi. Là, on attend la révision depuis 20 ans, mais bon, peut-être que ça va être fait. Et c'est peut-être une opportunité, en fait, de revoir un peu là, un contrôle un peu plus serré des différents polluants. Il y a eu quand même une augmentation importante dans les dernières années de substances utilisées qui sont plus ou moins documentées de façon rigoureuse, scientifique, ce qui est un problème en soi parce qu'en santé publique notamment, on se base beaucoup sur la science, avoir des études convaincantes pour dire est-ce qu'une substance donnée est liée à des impacts, des problèmes de santé. Des fois, cette évidence-là n'est manquante. L'enjeu, c'est que beaucoup vont défendre le principe de précaution dont Éric mentionnait, c'est qu'en l'absence de certitude qu'il n'y a pas d'impact, on est mieux de faire attention.
on est mieux de restreindre avant qu'il y ait des problèmes plutôt que d'agir après. Et en ce moment, la loi canadienne est plus dans une action après. Et on travaille à l'Association des médecins pour l'environnement, essayer de reformer cette loi-là pour justement qu'il y ait un meilleur encadrement, une plus grande mise en œuvre du principe de précaution pour protéger la santé des gens malgré l'utilisation de certains produits. Donc, ça fait partie un peu des trucs qu'on regarde, mais c'est excessivement complexe. Il y a beaucoup de produits. Des fois, les données sont pas toujours à l'appui. Et des fois, c'est difficile de se positionner de façon franche quand il manque les données. Merci beaucoup. Vous en avez parlé un petit peu au début justement de l'entrevue, docteur Bertrand Desrosiers, concernant donc la production de méthane, donc au niveau donc des bovins et de leur alimentation. Il y a une personne qui nous pose la question par rapport à leur alimentation, qui se pose la question, est-ce que si on remplaçait peut-être le maïs ou la nourriture qu'on leur donne par de l'herbe ou des choses beaucoup plus naturelles, est-ce que ça pourrait avoir un impact par rapport à la production de méthane qui est nocive à l'environnement? C'est une bonne question. Je pourrais pas dire que je connais en détail le système de digestion des vaches, mais je pense que peu importe ce qu'ils mangent, ils vont relâcher du méthane. La question, c'est qu'on utilise beaucoup de terre pour nourrir les bovins, là. Donc, c'est des terres qu'on n'utilise pas pour nous, qu'on utilise pour nourrir des animaux. Il y a une perte énergétique là, entre les différentes étapes de la chaîne alimentaire. Après, il y a différentes techniques agricoles qui sont beaucoup plus éco-responsables que l'élevage à grande échelle qu'on voit fréquemment. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui regardent ces méthodes de proximité où on va déplacer un troupeau sur différentes terres pour ne pas utiliser tous les nutriments d'une même terre pour que la terre puisse se régénérer plus adéquatement. Comme ça, on engendre moins de pertes. Je pense qu'il y a des méthodes de plus en plus responsables de cultiver, de nourrir et de cultiver les bovins, mais je pourrais pas me positionner sur le système de digestion précise des vaches, malheureusement. Moi non plus. Docteur Notebaert, vous l'avez dit, vous travaillez beaucoup sur la notion justement et les travaux d'aménagement du territoire, donc par rapport donc à l'urbanisme, et puis à des nouvelles stratégies en collaboration avec le gouvernement pour essayer de parer aux problèmes du changement climatique. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus des types d'aménagements qui pourraient justement être mis en place, qui pourrait être à la fois bénéfique pour notre santé, mais aussi pour l'activité physique et mentale de la population? Particulièrement, je vais donner l'exemple au niveau urbain. Et c'est une synergie, tout doit se faire en même temps. Si on vise, c'est fondamental de viser à déminéraliser les sols. Donc, tous les déserts d'asphalte et de béton qu'on a, les grands stationnements. Alors, si on arrive on peut modifier, par exemple, des stationnements, ne serait-ce qu'en faisant des allées d'arbres dans les rangées d'auto. On va peut-être enlever 10-15% des automobiles. On va mettre des rangées d'arbres. On va avoir, au lieu d'avoir des îlots de chaleur, on va avoir des îlots de fraîcheur. De toute façon, on veut qu'il y ait moins d'automobiles dans les villes. Donc, on peut augmenter notre canopée. Il faudrait avoir une canopée d'à peu près 40%. Donc, il faudrait que le couvert végétal de la ville soit d'à peu près 40%. Montréal, on est à 20% à peine. Donc, en aménagement du territoire urbain, on peut donc verdir, déminéraliser, s'assurer que le transport en commun soit un transport électrique, s'assurer, comme il se fait beaucoup en Europe, qu'il y ait des stationnements de vélos, des voies cyclables sécuritaires, des stationnements de vélos auprès des terminus d'autobus ou de train. Et quand je parle de stationnement de vélos, c'est pas un petit rack à bicycle pour 10 bicyclettes. Là. Si vous avez déjà vu ce qui est en Europe, c'est des choses pour des centaines de vélos. Donc, on peut travailler sur le territoire, s'assurer d'avoir des ceintures vertes et bleues, d'avoir suffisamment de parcs dans la ville. On a démontré que l'accès à la nature urbaine est un facteur majeur de bien-être physique et psychologique. Donc, en ce moment, on participe à des travaux intéressants avec le ministère de l'Aménagement là-dessus, puis on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux aménager notre territoire. Et ça inclut aussi les centres de santé. Les centres de santé ne sont pas des bulles indépendantes, tout comme les écoles. Souvent, on a eu tendance à mettre ça à l'extérieur des villes. Non, il faut que ce soit intégré dans la ville et il faut que le centre de santé soit organique dans la ville. Donc, c'est pour ça que tantôt, je parlais d'agriculture urbaine, d'agriculture liée au centre de santé.
Et c'est un ensemble de choses qu'on peut faire pour rendre la ville plus vivable. Et c'est intéressant, il y a des études qui ont démontré dans des villes où ça s'est fait, donc où on a carrément arraché des autoroutes dans des villes et on a verdi les villes et on a favorisé le transport en commun et le transport actif, que les gens disaient spontanément qu'il y avait un beaucoup plus grand sentiment d'appartenance à la ville, voire moins de criminalité dans cette ville-là. Donc, une ville à taille humaine, on a démontré qu'il y avait moins de criminalité, plus de sentiment d'appartenance. Et il y a une foule de choses qu'on peut faire pour favoriser, dans le fond, les plus vulnérables dans les villes. Qu'on pense aux personnes âgées qui ont comme 28 secondes pour traverser une rue à 6 voies, ou monsieur, madame avec les poussettes de bébés qui ont à peu près le même temps. C'est des choses qui n'ont pas d'allure. Donc, comme médecin, on peut travailler avec les urbanistes, on peut travailler en aménagement du territoire pour rendre la ville plus humaine et pour le bénéfice de tout le monde, ne serait-ce aussi pour favoriser l'accès aux services de santé. On a fait des petites études là-dessus il y a quelques années où autour des CLSC, il n'y avait pas de stationnement pour vélo, il n'y avait pas de façon de se rendre dans les CLSC en transport en commun, ça n'a pas d'allure. Donc, on a une responsabilité, puis c'est intéressant parce que l'exercice avec lequel je participe en ce moment, initialement, ils n'avaient pas pensé que des médecins pourraient avoir un apport intéressant à la réflexion. Puis finalement, je pense que les gens sont très heureux de voir qu'on peut arriver là avec des données très, très probantes et très convaincantes sur l'impact de rendre la ville plus humaine. Fait que quelques exemples. Docteur Claudel Pétrin-Desrosiers, Docteur Northbard, merci infiniment d'avoir pris part aujourd'hui à ce nouvel épisode de Questions de santé. Vous nous avez permis de voir vraiment combien la médecine est importante dans notre milieu de vie et combien vous jouez un rôle important pour préserver la planète et sauver des vies au quotidien. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis à distance. Merci également à notre partenaire d'affinité TD, sans quoi cette activité ne serait pas possible, sans oublier le groupe de couverture d'événements GPCE et nos techniciens qui étaient donc en arrière aujourd'hui pour s'assurer du bon déroulement de notre activité. Merci infiniment à vous tous et d'ici là, prenez bien soin de vous.